Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours présenté par les frères gallois. Je suis Denis et encore une fois, je suis accompagné de mon frère Rémi. Bonjour à tous. Et du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode. Après donc la semaine dernière, donc on avait fait un podcast spécial sèche qu'on va du coup découper en plusieurs parties et du coup donc pour re-avoir Flo à nouveau sur le podcast. Donc en ce moment il est en Angleterre, il se fait un petit road trip. Donc on va attendre qu'il revienne pour tourner la suite du spécial sèche et je pense qu'on fera peut-être un épisode voire deux supplémentaires sur le spécial sèche. Et du coup, donc aujourd'hui, on fait un podcast réponse aux questions, parce que du coup, donc, vous êtes toujours plus nombreux à nous poser des questions, et on a toujours plein de sujets à aborder. Mais avant, comme d'habitude, on va faire notre petit rituel et revenir sur nos semaines. Parce que je t'avoue que Rémi était à Budapest il y a 2 semaines. La Semaine. semaine dernière, du coup, donc j'ai pu prendre de ses nouvelles, mais là, je ne sais pas trop où il en est. Donc Rémi, je te laisse me faire un petit récap sur ta semaine. Ouais, bah écoute, c'est une semaine comme une autre, hein, je le dis souvent dans ce podcast-là. Mes entraînements sont toujours de qualité. Ce que je peux dire cette semaine, c'est que j'ai pété mon casque. Ouais, j'ai pété mon casque. Et en fait, je fais une sorte de collection de casques cassés. Alors celui-ci, hein, je l'ai pas balancé comme les autres, parce que on va dire que parfois, quand on loupe une série, quand on loupe une répétition, je peux avoir le malheur d'être, je peux être des fois un peu froid, un peu agacé, et balancer tout ce qui est autour de moi. C'est Mais c'est- bon, c'est vrai que Rémi, quand il rate une série, il lance son casque. Et moi, c'est quand je réussis une série que je lance mon casque. Mais pour la petite anecdote, parfois, quand Rémi est déjà dans la salle et que j'ai un doute de savoir s'il est ou non dans la salle, et que je vois une ceinture qui vole ou un casque qui vole, j'ai plus de doute, je sais qu'il est en train de s'entraîner dans la salle, mais que malheureusement, il a raté sa série. ouais, mais j'ai vraiment deux personnalités différentes, hein. Celle quand je suis en dehors de la salle et quand je suis à la salle, c'est vrai que je deviens un monstre parfois et je balance un peu tout. Et alors là, mais pas du tout. C'est pas passé du tout comme ça. C'est en mettant mon sac sur mon épaule. Mon casque a glissé et à ce moment-là, j'ai passé la lanière dessus et ça l'a éclaté. Bon, bah, ceux qui sont sur YouTube verront que j'ai fait un bon rafistolage et pour les autres qui nous écoutent sur les autres plateformes, j'ai mis le bon gros scotch du Chantard en espérant que ça tienne aussi longtemps que ça peut parce que on va dire que j'ai pas fait la commande encore, enfin je vais m'en commander un autre, mais bon, on va dire que ça tient déjà avec ça. Bon, ça isole moins qu'avant au niveau du son, mais on fait avec. Faut que tu lui mettes un pansement, un bisou magique, et c'est reparti. Ouais, parce qu'en plus, celui-ci, là, il a quand même une belle carrière. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc j'aimerais bien le garder. Alors, par contre, hein, voilà, je mets jamais très cher dans les casques parce que, bah voilà, ils ont une durée de vie assez courte. C'est vrai que sur Insta, je reçois pas mal de messages, peut-être toi Rémi, qui nous demandent la référence de nos casques en général. Et c'est toujours la même, hein, le premier prix sur Amazon, C'est ça. parce que à tout moment, il peut prendre une claque et être mort. Donc on va pas mettre 200 euros dans un casque qui peut se faire exploser à la première séance. Ouais, et ça vaut aussi pour, par exemple, les sangles de tirage. On dit, ouais, tes sangles, qu'est-ce que tu achètes comme sangles de tirage? Les moins chères. Vous prenez des moins chères, des bandes assez longues, et puis ça suffit très bien. Ouais, il faut quand même qu'elle soit suffisamment longue. Celle qu'on Ouais. a là, je sais plus la marque que c'est. Euh, C'est une marque qu'on retrouve nous en France que sur Amazon, mais par contre en Hongrie, on en retrouve directement dans les magasins de compléments, etc. ouais. C'est CP Sport, un truc CPC comme ça. Sport, ouais, c'est Ouais, ça. CPC Sport. Alors à l'époque, elles étaient pas chères. Je crois de mémoire, on les achetait 8 euros ou 7 euros, nous. C'est Là, ça. les Et on les prenait roses parce que c'était les moins chers aussi. Je roses, m'en parce que rappelle de c'est ce ça, ouais. tips. Hmm. Et maintenant, je crois que le prix, par contre, est bien monté. Mais de toute façon, dans ma bio Insta, j'ai un petit onglet qui s'appelle les accessoires que j'utilise. Et en Ok. fait, dedans, vous retrouvez le lien vers nos sangles de tirage, vers nos cuffs, vers nos pantalons, même j'ai même mis certains livres, etc. T'as mis Puis en le fait, casque aussi ou pas? j'ai pas mis le casque, non. J'ai pas mis Ouais, le casque. c'est pour ceux qui me demandent la ref, parce on me l'a déjà demandé, c'est le Sony, c'est l'entrée de gamme, je crois qu'il est à une trentaine d'euros sur Amazon. Donc voilà, c'est vraiment un casque qui fait le taf. De toute façon, j'en attends pas beaucoup plus, hein. Je cherche pas à avoir un casque qui me coupe complètement du son, je veux un truc qui tient la route et puis basta, hein. C'est pas. Ouais, de toute façon, je sais pas pour toi, mais quand je suis dans mon set, en fait, j'entends plus la musique, Ouais, tu vois. c'est ça, mais Donc, moi pareil. c'est surtout en fait le casque
il va nous apporter un isolement de ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Ça va améliorer la concentration. Mais pendant le set, clairement, j'entends pas du tout la musique. J'entends un peu la musique avant. Pendant mes pauses, j'aime bien l'enlever quand même. Mais c'est Ah surtout bien sûr. voilà, ça me fait un isolement sonore. En fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment le casque du chantier pour vraiment être isolé. Et s'il n'y avait pas de musique avec, ça me changerait pas grand-chose en vrai. Exactement. En fait, tu l'as dit, l'objectif du casque avant tout, c'est d'améliorer sa concentration et donc d'être plus dedans, enfin plus dans le set, quoi. Ouais. Et pour certains aussi, ça sert à écouter nos podcasts pendant, pendant l'entraînement. Je sais qu'il y en a qui le font. Ouais. Donc voilà. Tu as d'autres choses, Rémi, à raconter peut-être que D'autres juste ça choses, fait eh bien, mes perfs remontent bien sur ma séance de jambes. Pour ceux qui avaient un peu suivi, j'avais un peu perdu le mojo sur le hack squat et le pendulum squat. Donc, ce sont deux exercices que j'ai dans une de mes séances jambes. Et ça devenait compliqué, en fait, à la fin de mon cut, de prendre du plaisir sur ces machines-là. Mais je crois que j'en avais parlé dans un précédent podcast de mémoire où j'avais dit que je tournais un peu en rond sur ces exercices. J'avais plus le feeling, je fitais plus trop avec les exos. Et depuis, je les ai repris, bien évidemment, mais avec une charge très légère au début. Et puis, j'ai augmenté petit à petit en améliorant certains paramètres, en reprenant du plaisir, en essayant d'améliorer les répétitions en continu. Enfin, tout un tas de choses qui ont fait que j'ai retrouvé un petit peu le goût de l'effort sur ces exercices-là. Et maintenant, voilà, ça remonte bien. Je suis pas encore arrivé à mes meilleures charges, mais voilà, ça suit son cours. Ok, donc plutôt bonne semaine dans l'ensemble. Voilà, c'est ça. Et toi, mon deux? Bah écoute, la dernière fois qu'on a fait un point, donc oui, je me souviens, j'avais été voir un concert de musique classique Ouais. et du coup donc le lendemain, j'ai fait une petite séance d'ostéopathie des pays de l'Est. Alors ceux qui me suivent sur Insta ont peut-être vu les stories, mais du coup donc on m'a invité à aller dans un stand de tir Ah, putain. et pour se remettre les épaules en place. Il n'y a rien de mieux. J'avoue que j'avais jamais tiré avec une arme avant. C'est assez impressionnant. C'est le truc, je pense que voilà, tu fais deux fois dans ta vie max. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment ça. Moi, voilà, je vous avoue que j'ai été assez impressionné et je pensais pas que ça allait me faire reculer, on va dire, autant. Et ouais, on va dire que ça m'a remis l'épaule. Je sentais qu'elle avait besoin d'être remise et le fusil à pompe m'a bien aidé pour ça. Alors, disclaimer, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein. Si vous avez mal à Oh, l'épaule, faut pas aller faire du tir, hein. oui, 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 bien sûr, il y a une note d'ironie, mais je pense qu'ils l'auront. Enfin, quoi que tu fais bien tu fais bien de le rappeler. Parce que, acheter un fusil à pompe plutôt que d'aller voir l'ostéo, c'est pas le meilleur plan, hein. Yes. Sinon, quoi d'autre? Au niveau de mon dos, ça fait un petit moment que j'ai plus aucune gêne. Donc pour ceux qui ont suivi au fur et à mesure des podcasts, donc je m'étais blessé et j'avais un peu expliqué. Chaque semaine, je donnais un peu des updates. Donc au niveau de mon dos, j'ai plus de douleur, donc je suis tranquille de ce côté-là. Et puis après, pas grand-chose à dire de plus sur cette semaine. Une semaine, comme dit Rémi, classique, hein. De toute Ouais. façon, c'est un peu la même routine qui revient en boucle, mais Il faut. pas de choses qui sortent de l'ordinaire, si ce n'est voilà, un peu de fusil à pompe et, et plus de douleur au dos. On va pouvoir du coup enchaîner tout de suite avec les questions, du coup. Ouais. Alors, Ouais. comme d'habitude, c'est toi qui les as. Et Voilà, on a fait une sélection, tous les deux des questions que vous nous avez déposées sur les différentes boîtes à questions qu'on avait posées sur nos comptes Insta. On va essayer d'en répondre au maximum. On a fait une présélection. Eh bien, écoute, je te pose la première, Denis. ouais, vas-y, je sais pas laquelle ça va être, mais Allez, roulement de tambour. Y a-t-il des exercices pour travailler l'épaisseur du dos? Je l'ai prise au hasard, hein. Je l'ai prise au hasard dans la section je sais même plus qui c'est qui l'a sélectionné. Alors, déjà, la plupart des gens font encore l'erreur de croire que tous les tirages horizontaux vont travailler l'épaisseur du dos et tous les tirages verticaux vont travailler la largeur du dos. Ça, c'est ce que les gens pensaient lorsque moi j'ai commencé la muscu. On s'est rendu compte que c'était pas vrai, hein, mais ça a Ouais. été une idée populaire pendant très 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 longtemps. Et en fait, pourquoi cette question est intéressante, c'est parce qu'elle revient à se poser la question, est-ce qu'on peut réellement séparer
l'épaisseur de la largeur lorsqu'on travaille son dos. En fait, donc le dos, c'est un ensemble de groupes musculaires. Dedans, on va retrouver principalement les trapèzes, les grands dorsaux. Il va bien sûr y avoir plusieurs petits autres muscles, mais c'est surtout eux qui vont prendre le plus de place. Sous les trapèzes, il va y avoir les rhomboids, etc. Mais voilà, on va avoir du coup donc les trapèzes et les grands dorsaux qui vont majoritairement faire partie de l'ensemble des muscles du dos. Et en fait, chacun de ces groupes musculaires, en se développant, va du coup donc pouvoir s'hypertrophier dans une ou plusieurs directions. C'est-à-dire que les trapèzes, en s'hypertrophiant, vont surtout s'hypertrophier du coup donc vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'on va dire que les trapèzes, on va dire, constituent surtout l'épaisseur du dos. Pour les grands dorsaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'en se développant, ils vont pouvoir s'hypertrophier sur les côtés et aussi sur l'arrière. Donc les grands dorsaux, en fait, ils vont être responsables de la largeur du dos, mais également de l'épaisseur. Et on ne va pas pouvoir choisir entre épaisseur et largeur lorsqu'on va travailler ces grands dorsaux. C'est-à-dire que si tu fais un mouvement pour tes trapèzes, par exemple, je ne sais pas, un chest supported row avec les coudes ouverts à 90 degrés et un bon mouvement des omoplates, là, c'est tes trapèzes qui vont être majoritairement recrutés sur ton mouvement et tu peux être sûr que du coup, sur ton mouvement, tu vas développer ton épaisseur parce que tes trapèzes pourront s'hypertrophier que du coup, donc, sur l'arrière, ce qui va te donner un aspect plus épais. Par contre, pour tes grands dorsaux, lorsque tu vas faire, par exemple, un mouvement pour la partie iliaque, pour la partie thoracique ou même pour la partie lombaire, tu ne vas pas pouvoir choisir si ton mouvement va travailler plus l'épaisseur ou plus la largeur. Tes fibres vont s'hypertrophier en largeur et en épaisseur. Donc, c'était quoi déjà la question? Comment travailler l'épaisseur du dos? Voilà, l'épaisseur du dos, ouais. Pour travailler l'épaisseur de ton dos, il va falloir que tu travailles tes trapèzes, tes grands dorsaux et bien sûr tous les autres groupes musculaires. Là, c'est juste que je me suis attardé sur ceux qui prenaient le plus de place. Mais en gros, ça va dépendre de ton muscle et sa capacité à s'hypertrophier dans l'espace. Mais globalement, travaille ton dos de manière générale et tu te développeras en épaisseur. Ouais. Non, c'est très clair. C'est très clair. Juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais en fait, c'est vrai que le dos, c'est un truc énorme. Ça fait la moitié de ta chaîne postérieure, donc forcément, c'est quelque chose qui doit se travailler avec plusieurs angles. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on dit que les trapèzes ou même les grands dorsaux sont des muscles à angles, c'est-à-dire qu'ils vont demander d'être travaillés dans différents axes pour essayer de monopoliser, d'apporter, on va dire, un recrutement sur cette partie-là. Et donc, c'est ce que tu as dit, mais tu es peut-être passé un peu vite sur le point anatomique. Tu as parlé des trapèzes qu'on pouvait découper en plusieurs parties, donc les trapèzes supérieurs, moyens, inférieurs, et pareil au niveau des grands dorsaux. On pourrait partager ça en 3 parties, la portion iliaque, la portion lombaire et la portion thoracique. Et comme tu l'as dit, il va falloir essayer d'apporter du coup des exercices spécifiques pour optimiser le travail sur ces zones-là. Ensuite, moi, ce que je voulais dire, et je ne sais pas si tu l'as vraiment dit, quand on parle de tirages verticaux, on va penser que le mythe, c'était de penser que ça allait travailler ta largeur et que du coup, ça allait travailler davantage tes grands dorsaux. Or, on se rend compte maintenant que c'est pas vraiment le cas. Si tu veux vraiment optimiser le travail sur ton grand dorsal, c'est pas uniquement les tirages verticaux qui vont être responsables de ça. Et justement, comme Denis l'a dit, ça va être des exercices spécifiques pour ton grand dorsal avec les 3 portions que j'ai données, les iliaques, la portion lombaire et la portion thoracique. Donc, par contre, il faut savoir nuancer, les tirages verticaux vont ne pas travailler que tes trapèzes, mais aussi tes grands dorsaux. Il n'y a pas c'est soit noir, soit blanc. Les exercices qu'on pratique couramment, les tirages verticaux, les tirages horizontaux, vont travailler votre dos avec des degrés, on va dire, de travail sur ça va cibler plus spécifiquement des parties que d'autres. Voilà, c'est peut-être plus ça que je voulais apporter. J'espère avoir été assez clair sur cette notion-là. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, le gros problème du dos, c'est justement qu'il ne fait pas partie des muscles du miroir. Donc, il n'intéresse pas forcément les gens. Quoique, maintenant, les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus. C'est vrai. Mais
En fait, quand les gens me demandent des conseils, ils vont me demander des conseils pour les pecs, pour les biceps, pour les triceps, et ils vont me demander des conseils pour le dos. Sauf que le dos, c'est un groupe d'ensemble de muscles. En fait, il y a plusieurs muscles. Et il faut savoir sur tes mouvements comment faire pour les recruter. Je prends un exemple tout con. Donc là, je suis en train d'écrire mes prochaines vidéos qui vont sortir. Et il y a une des vidéos qui parle en fait du tirage horizontal. Si tu fais un tirage horizontal, parce que les gens ils me disent, oui, bah voilà, je fais du tirage vertical à la poulie haute en pronation, je fais du tirage horizontal en prise neutre, etc. Mais en fait, en fonction de comment tu vas faire ton mouvement, tu vas pouvoir cibler plus ou moins certaines parties. Et un tirage horizontal, donc je le montre bien dans la vidéo, donc ça se trouve, elle sera sortie à ce moment-là, donc vous pourrez un peu plus visualiser les choses. Sinon, bah, je vous invite à aller la voir ou attendre qu'elle sorte si elle n'est pas encore sortie. Mais en fait, sur un tirage horizontal, on peut très bien cibler ses trapèzes, on peut très bien cibler son arrière d'épaule, on peut très bien cibler la partie thoracique de son grand dorsal, on peut très bien cibler la partie lombaire de son grand dorsal, et même la partie iliaque si on se met dans une certaine position. Donc, et tout ça, par contre, ça reste sur le même mouvement qui est donc le tirage horizontal. Parce que la façon dont on va faire l'exercice va dicter quel muscle on va cibler. Et en fait, le gros problème des personnes qui travaillent leur dos, c'est que souvent, en fait, elles font des exercices redondants. Elles font des exos qui vont toutes travailler la même portion du dos. Par exemple, elles vont faire que des mouvements pour la portion, je ne sais pas, iliaque du grand dorsal. Ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Y a par exemple, la dernière fois, on m'a envoyé un programme. Il y avait donc tirage vertical en prise supination, tirage vertical en prise neutre, en prise serrée et pullover. Bah, tout ça, c'est des exos qui vont cibler la même partie de ton dos. Donc ça ne sert à rien et c'est redondant. Et ça ne va pas apporter plus de développement musculaire à ton dos. Donc en fait, le gros problème du dos, c'est que les gens ne savent pas correctement le développer. Et pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie des muscles du miroir et donc le dos a un peu moins d'intérêt aux yeux des gens. C'est un peu, de toute façon, tout ce qui est derrière, les gens ont tendance à s'en foutre. C'est ça, on s'intéresse beaucoup plus à la chaîne antérieure, ce qu'il y a devant nous, que ce qu'il y a dans notre dos, forcément. On ne le voit pas. Les ischios, les gens n'ont rien à faire. Hein. Et puis, certains n'ont jamais trop prêté attention aux ischios ou même au travail des ischios. Hein. Ouais, c'est ça. Ils disent, oui, c'est le muscle de l'arrière, l'arrière de cuisse. L'arrière de cuisse, ouais, c'est ça. Et puis, tu fais quoi pour travailler tes ischios? Le talon fesse. Ouais, c'est ça. Je fais tu sais, il te montre avec les doigts comme ça. Je fais le Donc, ouais, voilà, il y a des muscles qui ont un peu plus d'intérêt. Et le gros problème du dos, c'est que les gens ne savent pas le cibler correctement. Et alors, encore une fois, je pense que j'ai fait suffisamment de vidéos sur le sujet. Je dois avoir je sais pas, peut-être 15 vidéos sur le sujet, sur comment correctement travailler ton dos. Donc, si jamais tu sais pas comment travailler ton dos, je t'invite à aller voir les vidéos. Mais c'est quelque chose que je vois souvent, même dans les analyses morpho, dans les nouvelles personnes que j'ai en suivi. Quand je leur demande leur programme, ce que je vois, c'est tout de suite qu'il y a énormément de redondance dans leur programme. Et ça, de toute façon, la redondance, c'est le cas aussi sur sur d'autres groupes musculaires, mais sur le dos particulièrement, parce que les gens ne savent pas comment le recruter. Et déjà, quand on arrive à faire la distinction entre trapèze et grand dorsal, c'est déjà pas mal. Mais après, quand on arrive en plus à séparer les différentes parties du grand dorsal, les différentes parties des trapèzes, etc., on comprend comment cibler les grands ronds, l'arrière d'épaule correctement. Là, c'est quand même le niveau au-dessus. Mais il y a très peu de gens qui, voilà, la plupart des gens sont au niveau, il y a les pecs, les biceps, les triceps et le dos. C'est pas le dorsal, trapèze, tout ça. Comme ça, ouais. Hop, on met tout ensemble. Et puis, de toute façon, voilà, je fais du soulevé de terre, ça travaille le dos. T'as des choses à ajouter ou pas sur Non, je pense qu'on a bien fait le tour là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Pour faire un petit résumé, du coup, si tu veux travailler l'épaisseur de ton dos, apprends à recruter correctement toutes les différentes parties de ton dos et toutes les fibres de ton dos, du coup, vont s'hypertrophier en épaisseur et donc tu développeras ton dos en épaisseur comme ça.
Voilà, intéresse-toi vraiment à l'anatomie de ton dos et teste les différents angles de travail. Alors après, on va dire que quand tu fais par exemple un mouvement pour ton grand dorsal, n'imagine pas travailler que sur ta portion thoracique. Ouais, ça va être un mouvement qui va solliciter davantage ta portion thoracique, mais tu travailleras aussi tes autres portions de ton grand dorsal. Enfin, voilà, il faut dire aussi ce qui est. Il y a une optimisation à avoir, mais pas non plus avoir une certaine rigidité à se dire, bon bah voilà, je fais uniquement cet exercice-là pour cette portion-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où, en fait, effectuer le mouvement d'une certaine façon va mettre l'accent sur une Voilà, c'est certaine l'accent. partie. Ouais. Mais ça ne va pas complètement désactiver le travail des autres parties. C'est comme, par exemple, modifier la position des pieds à la presse à cuisse. Si, par exemple, eh bien, tu les mets en haut, c'est tes fessiers qui vont qui vont être le plus avantagés pour produire de la force. Donc, c'est eux qui vont être eh bien, le driver principal du mouvement. Mais ça ne veut pas dire que tes quadriceps ne vont pas intervenir. C'est C'est ça. pareil du coup sur le dos. Ok, bon, très bien. Deuxième question. Débloquer une stagnation sur un exercice. Comment faire? Tu veux y répondre en premier? J'ai répondu tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Alors d'abord, on va peut-être expliquer ce que c'est une stagnation sur un exercice. Eh bien, c'est lorsque vous avez du mal à progresser ou que vous n'arrivez plus à progresser, même voire vous régressez sur la progression d'un exercice. Donc ça peut être dû à plusieurs facteurs. Le fait que vous n'arrivez plus à avoir un nombre de répétitions que vous avez choisi, une charge trop élevée, un mouvement qui commence à foirer, tout simplement, un mouvement voilà, où vous perdez un peu d'amplitude, où vous avez du mal à avoir cette exécution. Et puis après, ça va être un mouvement aussi qui va, on va dire, pénaliser votre corps, où vous allez du coup essayer de pousser avec tout ce que vous pouvez. Là, c'est que j'ai l'image d'un post que j'ai fait il y a une semaine, donc ça fera peut-être 2-3 semaines que je l'aurai posté quand vous écouterez ce podcast, justement sur ce qu'était du coup le recyclage d'un exercice lorsqu'on arrive à une stagnation. Et j'avais pris l'exemple d'une chest press où en fait j'avais perdu en répétition, j'avais un mouvement où l'amplitude était devenue un peu trop courte, on va dire que j'avais moins d'amplitude, enfin j'avais une amplitude moins élevée. Et je poussais avec tout ce que je pouvais. J'avais un leg drive d'enculé, quoi. Je poussais avec tout ce que je pouvais. Et j'avais un mouvement qui était complètement dénaturé. Et donc, ce que j'avais expliqué à travers ce post, c'était que, eh bien, au lieu de s'acharner et d'aller quand même peut-être vers une blessure, parce que quand on manipule des charges hyper élevées avec peu de répétitions, un mouvement qui est un peu dégueulasse, même carrément dégueulasse pour être franc, et ça peut conduire voilà, à une pathologie, à la création d'une douleur, et puis voilà, ça peut aller assez loin. Et j'avais expliqué que le recyclage pouvait être intéressant en du coup calculant euh, un, un moyen, enfin repartir plus léger en gros sur cet exercice-là. Mais c'est-à-dire que quand on stagne sur un exercice, on n'est pas forcément obligé de l'enlever et de se dire bon, je vais en faire un autre. Ça peut être une possibilité, mais l'autre possibilité que j'avais avancée, pardon, c'était le recyclage de l'exercice. Repartir plus léger et du coup reprendre des bonnes méthodes, à savoir une fourchette de répétition un peu plus haute, une charge réduite, une amplitude de travail meilleure et surtout un mouvement qui n'engage que le muscle que vous avez choisi de travailler. Donc par exemple là sur la chest press, essayez de revenir à un mouvement plus précis, plus spécifique sur les pecs avec avec une intervention moindre des jambes. Voilà, donc ça c'était pour on va dire le deuxième cas, donc c'était recycler l'exercice. Maintenant, comment recycler l'exercice? Moi j'ai l'habitude d'appliquer un espèce de pourcentage, de me dire bon, je vais essayer de repartir à 80% de ma charge de travail, donc celle qui était trop lourde. Admettons que j'étais à 100 kg, eh bien je vais redescendre à 80 kg. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma série lourde au profit de deux séries plus légères, ce que j'appelle des back-off. Donc, admettons que ma série lourde, qui est tout simplement mon top 7, ma seule série lourde, quand elle est trop lourde, eh bien, je l'enlève au profit de mon back-off qui deviendra mon top 7, mon nouveau top 7. Ok, je vois, J'espère ouais. que c'est Ouais. vrai que c'est difficile de donner concrètement des chiffres, mais si on reprend ma chest press, on reprend 100 kilos, voilà, j'avais un top 7 à 100 kilos, mon back-off était déjà à
80 kilos, parce que c'est comme ça que je fais aussi mes paliers pour calculer mes back-off, eh bien mon top 7, il dégage et je monte mon back-off sur mon top 7. Et donc, bah voilà, je reprends ma charge des 80% et du coup, bah voilà, j'ai un mouvement plus élancé avec une meilleure technique, etc. Et si je veux recréer un nouveau back-off, eh bien, je réappliquerai ce pourcentage pour bah, du coup avoir un mouvement et surtout une charge adaptée. Après, ceux qui suivent vraiment le podcast savent qu'on en a parlé, je sais plus, genre il y a 2 ou 3 épisodes, quelque chose comme ça. Quand on parlait de notre volume d'entraînement, tu avais dit Mm. que tu faisais 3 sets sur la chest press parce que justement, tu étais dans une phase de recyclage. Ah ouais, bah, tu vois, Donc, j'avais oublié. donc ceux qui suivent vraiment le podcast auront peut-être fait le lien avec du coup donc le podcast d'il y a 3 semaines. Alors, pour faire un petit résumé, donc ouais, tu as bien dit les choses. Donc, quand tu stagnes, c'est que bah, tu n'arrives plus à progresser sur un mouvement, voire que tu régresses. Mm. Là, du coup, donc il y a plusieurs possibilités. Soit, du coup, donc tu changes d'exercice, soit, du coup, tu recycles ton mouvement, soit, et ça peut aussi le faire parfois, il faut peut-être adapter ton volume. C'est la dernière possibilité dont tu n'as C'est pas vrai. parlé. Mm. J'ai eu le cas justement donc avec une personne que j'ai en coaching il y a 2, 3 jours en fait là quand on a fait son bilan et du coup donc il avait du mal à progresser sur sa séance push, sur ses mouvements de poussée et en fait le simple fait de réduire le volume, de passer de 3 à 2 séries sur ses mouvements a redébloqué sa progression. Tout à fait, ouais. Tout à Donc fait. parfois voilà il ne faut pas forcément que recycler. Après pour le changement d'exercice c'est quelque chose qui peut être une bonne idée aussi. En général, je préfère changer d'exercice lorsque l'exercice a été recyclé plusieurs fois. Ou alors si vraiment tu t'entraînes au Gold Gym et que tu as accès à C'est la possibilité, ouais. voilà, t'as plein de machines et que du coup, donc, tu peux facilement trouver une autre machine qui Mm. va être dans un mouvement à peu près identique et donc tu pourras changer assez facilement. Sinon, voilà, le mieux, c'est le recyclage. Comme a dit Rémi, donc lui, il a sa méthode où, du coup, donc, Rémi fonctionne en système de top set, back off set. Donc, il a donc 2 sets. Un top set, du coup, qui va être sa série lourde dans une fourchette de répétition un peu plus courte et un back off set dans une fourchette de répétition un peu plus longue. Et lorsque son top set crash, eh bien, en général, ce qu'il fait, c'est que son back off set devient son top set et il rajoute, du coup, une autre série par la suite. Ah ouais, dis donc, c'est vachement plus clair comment tu le dis là. Je me suis mélangé. Mais voilà, c'est exactement ça, ouais. Donc voilà comment ça se passe. Ça, c'est une façon de faire. Mhm. C'est une façon de recycler le mouvement. Sinon, on peut très bien, en général, ce qui se passe, si tu as des méthodes de progression et que tu les appliques correctement, en général, quand tu montes donc, que tu n'arrives plus à progresser, c'est que souvent tu es bloqué dans une partie de ta fourchette de répétition. En général, c'est la fourchette de répétition basse et que tu es à 2 doigts quasiment de sortir de ta fourchette de répétition. En général, baisser le poids pour juste repartir dans sa fourchette de répétition haute suffit à relancer l'exercice. Là où Rémi a recyclé son mouvement, c'est aussi parce qu'il commençait à dégrader sa technique. Donc après, ça dépend, tout dépend aussi jusqu'où tu veux pousser ton cycle avant de le recycler. Si tu acceptes ou non de sacrifier un peu de technique d'exécution ou pas. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps et que maintenant je ne fais plus. Je respecte vraiment ma standardisation et à partir du moment où mes reps sont trop loin de ma standardisation, eh bien du coup, je préfère recycler. Après, très Ça, honnêtement, c'est voilà, c'est une méthode qui t'est propre. Voilà, c'est en fonction ouais, de c'est ça. chacun. C'est comme dans le dernier podcast, il n'y a pas qu'une façon de faire sur plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sacrifier un peu de sa technique d'exécution. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à toujours conserver une exécution parfaite. Ouais. Tout est possible. Tout va dépendre aussi du mouvement qu'on fait, hein. Tricher sur certains mouvements va être plus dangereux que sur d'autres. Si tu triches sur les élévations latérales, c'est pas comme si tu triches sur le soulevé de terre. C'est ça. Euh, donc voilà, tout va dépendre du mouvement aussi. Moi, personnellement, je préfère avoir une amplitude standardisée correcte et voilà, à partir du moment où je suis plus dans ma standardisation, je recycle le mouvement. Après, très honnêtement, ça implique aussi une progression peut-être un peu plus lente. Donc tout va dépendre, hein, tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Tout est possible. Mais pour répondre à ta question, si du coup tu n'arrives plus à progresser sur un mouvement,
déjà, donc, il est peut-être temps de le recycler ou peut-être temps de diminuer le volume. Après, il faut voir aussi quel genre de mouvement c'est. Est-ce que c'est un mouvement aussi qui est adapté à ta morpho? Est-ce que c'est un mouvement qui possède beaucoup de facteurs limitants? Parce que est-ce que tu n'arrives pas à progresser, enfin que tu n'arrives plus à progresser à cause, par exemple, d'un facteur limitant autre que le muscle que tu souhaites travailler? Imaginons, on prend un exemple, tu fais du squat et tu n'arrives plus à progresser parce qu'en fait, ton facteur limitant, c'est le gainage. C'est le gainage, ouais. Et c'est bien, souvent le cas, hein, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Eh bien, en fait, c'est pas forcément tes quadriceps qui vont poser problème. Donc, recycler le mouvement, ça va pas changer ton problème et tu vas vite en fait revenir à l'ancien stade, là où tu étais bloqué. Donc, il faut aussi savoir ce qui te bloque. Est-ce que c'est vraiment ton muscle qui n'en peut plus? Est-ce que du coup, eh bien, c'est un facteur limitant? Après, ça dépend aussi. Est-ce que tu es en déficit calorique, en surplus calorique aussi? Tout va dépendre. Si tu es en déficit calorique, c'est sûr que c'est plus dur de progresser. Donc, il faut garder à l'esprit que si tu conserves tes performances et que tu perds du poids, eh bien, c'est une progression en soi. Si tu es en surplus calorique, c'est différent. Mais en fait, voilà, il y a tout un contexte qu'il faut prendre en compte. C'est vrai. Bien sûr, on a parlé des choses les plus évidentes qui étaient donc de recycler le mouvement dans un premier temps, enfin, ou changer l'exo ou diminuer le volume. Ça, c'est ce qu'on pense en premier. Mais il y a aussi toute une histoire de contexte. Parfois, si tu n'arrives plus à progresser, c'est juste aussi parce que tout simplement, tu ne récupères pas suffisamment. Est-ce que tu dors correctement les nuits? Est-ce que tu accordes suffisamment de jours de repos entre tes séances? Tu vois, tout ça, c'est également des facteurs qui, parfois, tout simplement, mais le truc tout con, prendre un jour de repos supplémentaire entre tes deux séances peut t'aider à relancer ta progression. Ouais, et puis alors souvent, est-ce que c'est une stagnation, on va dire, à un instant T, ou est-ce que c'est une stagnation sur plusieurs semaines? Parce que on va dire que tu peux arriver sur un jour où bah, tu vas pas être bien, parce que tu vas pas avoir bien dormi, tu vas pas avoir bien récupéré, tu vas pas avoir mangé comme il faut. Et c'est vrai que bah, ce jour-là, tu vas être moins bien et tu vas peut-être pas parfait et atteindre ce que tu avais prévu. Et il faut dissocier ça on va dire, de la stagnation sur plusieurs semaines. C'est pas parce que tu loupes sur une séance qu'il faut forcément recycler, changer de l'exercice comme on l'a dit. Des fois, il faut juste reporter ta séance ou la retenter, ou retenter ta rep ou ta série sur une séance de la semaine suivante, quoi. Et là, tu verras si c'est réellement une stagnation ou si c'était juste l'humeur du jour et du coup, on va dire une fatigue passagère peut-être. Et puis il y a un dernier point aussi, et ça c'est ce que je vois souvent sur les personnes que je suis, c'est est-ce que tu stagnes réellement ou est-ce que tu trouves juste que tu ne progresses pas suffisamment vite? Ouais. Ça c'est une question qui est assez importante parce que on va reprendre l'exemple des mouvements de poussée, tout ce qui va être développé, couché, etc. La plupart des gens veulent vraiment progresser rapidement et parfois pour eux, bah voilà, juste passer 2 semaines à 80 kilos, mais par exemple, la première semaine, tu fais 6 reps, la deuxième semaine, tu fais 8 reps, mais tu as gardé le même poids, et bien c'est stagné, tu vois. À partir du Ouais. moment où tu... Donc, il faut aussi bien se rendre compte de ça, c'est que la progression, tu vas pas... ne serait-ce que si tu gagnes, je sais pas, 2 reps par séance, tu vas te rendre compte qu'à la fin de l'année, si tu continues sur cette lancée, tu auras gagné je sais pas combien de kilos sur ta barre. Mais les gens voient souvent à court terme et il y a des mouvements qui importent plus que d'autres. Et dernier point aussi, c'est est-ce que tu stagnes, on va dire, juste sur un mouvement ou est-ce que tu stagnes sur plusieurs mouvements? Parce qu'on va dire, si tu stagnes que sur, enfin, si tu as des difficultés sur un mouvement, que ce mouvement-là monte un peu moins vite, mais que tous tes autres mouvements eh bien, progressent, eh bien, c'est peut-être pas forcément que tu stagnes. Tu vois, donc il y a toujours plusieurs choses à voir, mais par expérience, le manque de patience est aussi souvent une des causes les plus fréquentes de penser qu'on stagne, alors qu'au final, on stagne pas du tout. C'est ça. Je pense qu'on a fait le Nickel. tour là. Nickel, Ouais, nickel, nickel, ouais. Bah, on refait comme la première question un petit résumé. Donc, lorsque vous stagnez, interrogez-vous sur votre volume. Si par exemple vous êtes sur 4-7, même si vous savez qu'ici on prône quand même, on va dire, un volume plus adapté avec moins de séries, eh bien diminuez si vous êtes à 4 à 3-7. Déjà, ça va peut-être faire quelques changements. Si vous êtes sur 3-7 que bah, vous n'arrivez plus et que vous stagnez, comme on l'a dit,
passer à 2 sets. Ensuite, après, vous pouvez diversifier vos séries de travail avec, comme on l'a dit aussi, les top sets et les back off sets, et après, de recycler si besoin en réadaptant les charges de travail. Voilà, là, je pense que c'était le résumé, on va dire, de ce qu'on vient de développer. Ouais, là, tu as fait le résumé uniquement dans le cas où. Enfin, pour faire un résumé plus global, je dirais. Après, il y a l'environnement, bien sûr. Si Voilà, tu interrogez-vous de voilà, savoir. interrogez-vous d'abord sur l'environnement. C'est vrai, tu as raison. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous récupérez suffisamment? Est-ce que vous avez suffisamment de repos? Ensuite, interrogez-vous aussi sur le fait que est-ce que vous stagnez réellement? Parce Voilà. que si, par exemple, avec Rémi, on a un cahier d'entraînement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ce qui fait qu'avec Rémi, on a juste on revient quelques pages en arrière et on voit tout de suite, ah ouais, bah, il y a 3 semaines, j'avais 5 kilos de moins sur le mouvement. Ah bah je stagne pas au final. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas ça, tu peux vite avoir l'impression que oui, tu stagnes, que tu as du mal à progresser. Surtout, il y a des mouvements qui sont plus durs à progresser que d'autres. Genre, par exemple, les élévations postérieures. Je ne sais pas pourquoi c'est ceux-là qui me sont venus, mais j'ai l'exemple sur ma pull Cybex. Bah, j'arrive à gagner entre 1 et 2 reps par séance. Mais une à C'est 2 reps. déjà très bien. C'est déjà, enfin, je veux dire, gagner juste une répétition par rapport à votre semaine précédente, c'est déjà génial. C'est énorme. Mais du coup, c'est sûr que à chaque fois que je vais sur la poulie Cybex faire cet exo, j'ai l'impression que je mets toujours le même poids. Mm. Mais j'ai mon petit cahier d'entraînement et je sais que si je reviens en arrière, bah, je vais voir ma progression. Mm. Donc, je sais que je ne stagne pas. Mais c'est sûr que voilà, si tu ne traques pas, bah, tu peux vite avoir cette impression-là. Donc, voilà, en premier, l'environnement. Deuxième chose, savoir si tu stagnes réellement. Et enfin, troisièmement, si tu as vérifié déjà ces 2 facteurs, vérifie que du coup c'est bien ton muscle le facteur limitant, que c'est pas autre chose qui est le facteur limitant sur ton mouvement. Voilà, encore une fois, parce que du coup ça se trouve c'est juste que le mouvement que tu as choisi n'est tout simplement pas adapté et qu'il faut en choisir des meilleurs. Et enfin, dernier point, si tu as fait tout ça, que tu as choisi tout ça, eh bien regarde pour adapter le volume dans un premier temps. Ça peut être la solution. Ou sinon, tout simplement, effectue un recyclage, soit avec la technique de Rémi, soit du coup avec celle que j'ai présentée. Il y a plusieurs façons de faire. Et puis voilà, tout simplement. Mais je pense que déjà, il y a pas mal d'étapes avant de recycler le mouvement. C'est vrai. Ouais. Là, on a fait un résumé bien. Ouais, Complet. exactement. Exactement. Allez, prochaine question. Je te la pose. Rapport avec les stéros, a-t-on été déjà tenté d'en prendre? Ah ouais, je la pose comme ça là, mais Ah ouais, putain. Alors, il faut savoir que les questions sur les stéros, c'est quelque chose qui revient hyper souvent à chaque fois que je mets une boîte à questions pour le podcast. parce que je pense que c'est vraiment une question aussi que beaucoup de jeunes se posent. Est-ce que c'est vraiment un passage obligatoire si si tu trouves que ce sport est fait pour toi? Moi, je pense que cette question, elle va aller très vite. Ouais, Rémi, t'as déjà été tenté, toi, de te doper ou pas? absolument pas. Ah, vraiment, mais absolument pas. Et bien, du coup, c'est pareil pour moi. Et en fait, la réponse à cette question, le pourquoi on n'a jamais été tenté, elle est très simple. C'est parce qu'avec Rémi, on progresse en continu. Ouais. On n'a pas en fait de période où on va justement stagner. Et quand on va commencer à aller un peu moins vite dans notre progression, on va adapter les choses pour pouvoir pallier cette stagnation et du coup passer outre et ne pas passer par la case de stagnation. La plupart des gens qui se posent cette question, c'est des gens justement qui n'arrivent pas à progresser. Et Ou qui pourquoi veulent ils aller n'arrivent trop vite, ou qui veulent aller trop vite. On en parlait tout à l'heure, le fait de progresser, comme on l'a dit, des fois, c'est juste d'ordre de gagner une répétition, d'améliorer sa technique de travail, voilà, d'essayer d'avoir un meilleur mouvement, etc. Et c'est pas forcément de faire des jumps de plus de 2,5 sur votre développé couché toutes les semaines. Ça, c'est sûr que la stagnation, au bout d'un moment, enfin voilà, va vous tomber sur la gueule. Enfin, moi, là où je veux en venir, c'est surtout que les personnes qui veulent se charger, en fait, ils n'ont pas notre degré d'implication dans notre progression. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu ne progresses pas si à côté, tu ne fais pas attention à ce que tu manges, Mm. tu n'as pas des entraînements qui sont correctement calibrés. Exemple, c'est ce qu'on disait précédemment hein, avec le dos. Si par exemple, tu sais pas comment travailler ton grand dorsal et comment travailler tes trapèzes, ne parle pas de prendre des stéros, tu vois, genre. Et donc, si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, si tu ne fais pas attention à comment tu t'entraînes, si tu ne fais pas attention à ta récupération,
à partir du moment voilà, où tu fais les choses au hasard, ne t'étonne pas de ne pas progresser. C'est ça. Et en fait, je suis sûr que cette question des stéros, on pourrait la poser. Donc, la dernière fois, on avait Flo qui était en guest aussi. On peut lui poser la question. Je suis sûr qu'il dirait non. Pourquoi? Parce que Flo, c'est pareil. C'est un mec qui est impliqué dans sa progression, qui ne stagne pas. Et je suis sûr que tous les futurs invités du podcast à qui on pourra poser cette question, ils répondront tous la même chose. Parce que à partir du moment où tu progresses, tu n'as aucune raison d'en prendre. Et c'est ça le problème, c'est que, alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je veux faire de la compète, Voilà, j'allais etc., y venir après, etc. j'allais y venir. Alors, ce discours-là, ok, je veux bien être ok. Le fait que si tu veux faire de la compète, que tu veux être compétitif, etc., il faut peut-être passer par cette case-là. La plupart des gens qui disent, oui, je veux prendre des stérols pour faire de la compète, c'est juste une excuse et ils feront jamais de compète. Exactement, Non, mais exactement. cette excuse-là, ça fait plus de 11 ans que je fais de la muscu. Je l'ai entendu je sais pas combien de temps. Oui, je vais faire de la compète, je vais faire de la compète. Et les mecs, ça fait 6-7 ans qu'ils se chargent, ils n'ont jamais fait une compète. Donc, très honnêtement, non. Si tu veux te charger, c'est juste que tu as envie de te charger pour progresser plus vite. Et, et c'est ça le truc, c'est que avec Rémi, bah, ça fait longtemps qu'on s'entraîne. Et des personnes qui se chargent, ils pensent que c'est la potion magique. Il y en a C'est ça. plein. La vérité, c'est qu'en salle, il y a énormément de personnes qui se chargent et sur lesquelles ça ne se voit pas. Ouais, Il y a ouais. plein de gens. Je Moi, sais pas j'ai si vous travaillé. vous rappelez, j'en avais parlé il y a deux podcasts où j'avais expliqué qu'il y avait un gars avec les pré-workouts qui en avait pris, qui était descendu en salle de sport, enfin qui était monté dans les vestiaires, qui avait pris son pré-workout, qui était descendu hyper vite, enfin qui a descendu les marches hyper vite, qui avait pris sa barre de levée couché, qui était parti comme un fou. Et ben ce gars-là, c'était mais vraiment le type parfait qui cochait toutes les cases de j'ai envie d'aller vite, je me charge la gueule, je prends tout ce qu'il faut, j'en ai rien à foutre de ma santé, je me pose pas toutes ces questions. Et aujourd'hui, cette personne-là ne fait plus de musculation. Elle a vraiment tout arrêté, alors que quand on l'a côtoyé, c'est une personne qui dit mais moi je veux faire de la compétition, moi voilà je veux faire ci, je veux faire ça, faut que je prenne ci, faut que je prenne ça. Alors franchement, mais enfin, je veux dire, à ce moment-là, la personne n'avait même pas besoin de se poser ces questions-là, et il n'y avait même pas besoin de passer à ça. Comme on l'a dit, pensez d'abord que si vous arrivez à maîtriser votre entraînement, que vous êtes capable de dire à quel moment, eh bien voilà, enfin, vous allez stagner, et que du coup, il faut repartir sur des charges plus légères ou essayer de travailler de manière optimale sur certains exercices, vous allez toujours être, on va dire, dans cette dynamique de réussite dans votre programme et vous aurez jamais, enfin, comme question de vous poser la question de est-ce qu'il faut que je me charge la gueule parce que vous serez tellement occupé à essayer d'optimiser votre entraînement que celle-là, enfin, la question se posera jamais. C'est ça. Et puis même si du coup tu veux faire une compétition quand tu es impliqué, tu te tourneras vers une compétition naturelle, Ouais, tout simplement. Donc tu ne te tournerais pas vers une fédé qui n'est pas testée. Donc tu vois, cette histoire de dopage, c'est juste que les gens, voilà, soit ils font pas les choses comme il faut et du coup ils veulent se doper, soit effectivement il y en a certains qui veulent faire de la compétition, mais en général ceux qui font les choses bien et qui veulent faire de la compétition en étant chargés, ils passent d'abord par la case compétition nati. Donc c'est le dopage, donc c'est quelque chose qui fait partie du sport. C'est ce que je disais précédemment. En salle de sport, il y a énormément de personnes qui sont dopées et sur lesquelles ça ne se voit pas. ouais, J'ai travaillé en salle pendant assez longtemps. Et en fait, ce qui se passe lorsque tu travailles en salle, c'est que les gens te parlent. Et j'avais énormément de personnes qui venaient me parler. Et en fait, c'était même pas ils me parlaient, c'est ils venaient se confesser. Ils me disaient, écoute, Denis, je les sentais bien, ils étaient fragiles et je sentais bien que ce qu'ils faisaient, voilà, ils étaient pas très sûrs d'eux et ils me racontaient toutes les galères qu'ils avaient. Et au final, ils me disaient, bah voilà, moi j'ai commencé à me charger, etc. Le mec, il faisait du curl à 3 kilos, il a commencé à se charger, il prenait je ah, sais ouais, pas je m'en combien de rappelle, produits en même temps. je me Il, rappelle. il est passé de 3 à 4 kilos au curl pour faire sa cure. Non mais sérieux. Et Et aujourd'hui, ce gars-là ne s'entraîne plus. et Enfin, il a aujourd'hui, ce gars-là ne arrêté. s'entraîne plus. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Et le Mm. pire, c'est que sur 10 personnes, si on prend 10 personnes qui se sont chargées, qui me l'ont dit, etc., euh, aujourd'hui, il y en a 7 sur 10 pour qui ça s'est mal passé. Et qui ont eu des effets secondaires, etc., qui ne font plus de muscu, qui sont totalement niqués la santé. Il y en a 2 sur 10 sur lesquels j'ai plus de nouvelles et je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Et on va dire 1 sur 10 sur qui je sais déjà, enfin je sais ce qu'ils sont devenus, mais ils ont arrêté la muscu, etc. Donc au final, tous ceux qui sont chargés, il n'y en a plus aucun qui fait de la muscu. Et il y en a, tout ce qu'ils ont gagné, en fait, c'est
un physique un peu plus massif, mais pas beaucoup plus massif. Tout ce qu'ils ont gagné, en fait, une manière éphémère. Voilà, c'est ça, éphémère. Tout ce qu'ils ont gagné, en fait, c'est des gros problèmes de santé pour certains, pour que dalle. Parce que tu peux prendre tout ce que tu veux. Si tu ne t'entraînes pas, que tu manges pas correctement, que tu ne fais pas attention à tes récup, bah c'est pas magique. Tu vas pas prendre. Mais moi, j'étais surpris quand je travaillais en salle. Les témoignages qu'on a eu de personnes qui sont maintenant sous TRT et qui du coup vivent une vie de merde. Parce que voilà. Ouais. Mais quelle vie c'est ça. Ouais. Surtout que ces personnes-là, on les voyait bien, elles étaient vachement dépendantes de ce qu'elles prenaient. Et quand elles étaient en off, mais elles étaient au bord de la dépression, tu les reconnaissais plus, elles étaient au fond du trou, etc. Et tout de suite, quand elles étaient en on, je suis le king, machin et tout. Donc, en fait, elles étaient influencées par ce qu'elles prenaient. Enfin, cet aspect-là, donc, je me suis jamais posé la question, mais et vraiment, j'ai vu énormément de personnes se charger la tronche. Moi, je me rappelle tous les effets négatifs qu'il y a eu, mais déjà, j'avais pas envie, mais jamais je me tournerai vers ça, tu vois. Je me rappelle une petite anecdote. Tu te rappelles d'un gars qui était sous TRT et en fait toutes les 3 semaines il avait une prise, donc il se rendait à l'hôpital. La première semaine quand il sortait de TRT, purée, il était chaud à la salle, purée, c'était le débardeur, il y allait, Franco, il prenait les plus grosses haltères. Vous allez pec, ouais. Deuxième semaine, sur les 5 entraînements qu'il avait, il en faisait que 3, 4. Mais voilà, il avait quand même un peu de patate et tout. Et la dernière semaine, il en faisait 1, 2, mais il avait le moral au fond des chaussettes et il était incapable de faire sa semaine complète d'entraînement parce qu'il était dépendant complètement de la TRT. Et du coup, il vivait qu'à travers ça. Et voilà, son seul truc, c'était si j'ai pas mes substances, je pourrais pas progresser. Et donc, du coup, ça sert à rien que je m'entraîne. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est triste. Et aujourd'hui, avec les réseaux, je vois, il y a énormément de personnes. Genre, dans mes messages sur Insta, je vois, il y en a qui me demandent, ouais, tu penses quoi de ci, de ça, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là, oui, mais faire une cure, il n'y aura jamais d'effet négatif, etc. On n'en sait rien. Je fais attention, etc. Non. Il y a zéro recul sur ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'y connaissent pour limiter peut-être un peu les effets secondaires. Moi, et tous les discours des personnes qui se sont chargées, ils me disaient tous qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient un préparateur, etc., qui s'y connaissaient. Et ça n'a pas empêché que ça se finisse mal. Et il y en a qui vont dire, oui, mais parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tout le monde pense savoir faire mieux que les autres. Sauf que ce qui se passe, c'est que tout le monde pense ça. Et quand les gens passent à l'acte, après, ils finissent complètement détruits, complètement tout bousillés. Donc non, il n'y a pas de science qui est sûre là-dessus. Exactement. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est rester loin de cette merde. Ouais. Et puis surtout, ça coûte cher. Enfin, alors, je ne peux pas vous donner les tarifs, mais on sait tous que prendre des produits dopants, voilà, il faut quand même avoir un petit peu d'argent. Et généralement, quand on fait un truc, il faut le faire jusqu'au bout avec bien tous les produits pour limiter les effets secondaires. Et tout ça, c'est un budget. Donc, mieux vaut mettre cet argent dans une bonne hygiène de vie et pourquoi pas un coaching avec nous, plutôt que de se faire chier à prendre des compléments alimentaires. C'est pas ça que je voulais dire, des produits dopants. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est souvent la réponse que je donne. C'est si tu veux vraiment progresser, du coup, implique-toi à fond dans ta progression. Et si tu ne sais pas comment faire, eh bien, prends un coach qui te dira quoi faire pour progresser. Mais aujourd'hui, voilà, il y a trop de personnes qui se chargent, etc., pour avoir un physique sur lequel on sait très bien que les mecs vont pas durer. Je veux pas dire, mais des personnes qui ont plus de 10 ans de muscu et plus de 10 ans de muscu continuent sans pause. Je pense que voilà, est-ce qu'on peut les compter sur les doigts d'une main? Moi, j'ai personne qui me vient à l'esprit là, tu vois. Difficile. Ouais. Très honnêtement, voilà, c'est ça. Pensez toujours au long terme. Et les gens pensent pas au long terme. Et moi, j'ai vu trop de personnes, mais clairement se détruire la santé pour rien. Après, certains diront que c'est une sélection naturelle par la connerie. C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit pendant longtemps. Mais voilà, je conçois très bien que pour certaines personnes, pour la compétition, c'est inévitable. Mais ce que j'ai dit, et je le pense réellement, quelqu'un qui est vraiment intéressé par faire de la compétition, déjà,
et qui fait les choses correctement s'orientera toujours vers des compétitions naturelles dans un premier temps. Parce que déjà, ça va lui apprendre d'en savoir plus sur son corps. En plus de ça, eh bien, il verra s'il aime ça, les compétitions. Et à ce moment-là, dans un second temps, s'il veut commencer à se charger pour passer au-dessus dans la catégorie supérieure, etc., ou qu'il a un objectif, qu'il veut faire du body open, etc., là, ok, je le conçois. Mais ce pourcentage de personnes qui font ça, il est extrêmement faible. Exactement. Il faut vraiment dissocier faire la compétition à la salle de sport et faire la compétition sur une scène où là, vous allez vraiment voir ce que c'est de s'entraîner avec du coup une bonne cohérence. Et rappelez-vous aussi de ça, votre degré d'implication dicte votre réussite. Il n'y a pas mieux comme phrase pour déterminer à quel point c'est important de connaître ce que vous faites et de vous impliquer au quotidien dans votre progression. Mais ça, c'est sûr. Mais moi, je suis toujours choqué. Là, j'ai des visages, des physiques de personnes qui me reviennent quand je parlais avec eux, mais qui me disaient, bah oui, moi, je me dope. Alors, ils me le disaient, il y en a qui me le disaient cash comme ça. Il y en a, ils me le disaient après avoir parlé plusieurs fois. Mais bon, je jugeais pas, hein, mais quand je regardais leur physique et que je disais, top, ça fait combien de temps que tu fais ça? Le mec, il me disait, ça fait 2 ans de prise en continu. Je regarde son physique. Non, mais sérieux. Enfin, tu vois, je veux dire, le mec se pourrit la santé pour au final ne pas avoir de résultats. Le mec me racontait qu'il bouffait KFC, etc. Mais voilà, il faut aussi être cohérent. Si tu veux, comme j'ai dit, reste loin de cette merde et tu pourras toujours progresser à partir du moment où tu seras impliqué dans ta progression. Et si tu ne progresses pas, si tu te poses la question même de te doper un jour, c'est la preuve même que tu n'es pas suffisamment impliqué dans ta progression. Donc ne soyez pas dépendant des produits, mais plutôt dépendant de votre progression et de votre implication en salle. Ah ouais, elle m'a chauffé cette question. Non mais c'est vrai, moi c'est triste, hein, mais j'ai trop d'images de personnes qui me reviennent en tête, qui faisaient de la muscu quand j'ai débuté, pour qui ça a vraiment très très mal fini. Je vais pas développer plus que ça, mais plus on parle de ce sujet-là et plus j'ai des visages de personnes qui me reviennent, des personnes qui étaient vraiment bien, et juste parce qu'ils ont fait des mauvais choix, parce qu'ils ont peut-être été influencés par les mauvaises personnes. Voilà, il y a aussi une question d'influence. Je pense que le cercle d'amis autour, ce que tu convoites, tout ça, c'est le cercle d'amis. Et encore à cette époque-là, déjà, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui se dopaient en salle et les réseaux n'étaient pas encore aussi développés. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, tous les TikTok, etc., c'est sûr que les gens sont encore plus influencés et encore plus envie de passer à l'acte. Et en plus de ça, pour certains, ça devient presque normalisé, presque banal. Parce que autant à l'époque, quand j'ai commencé la muscu, je voyais Ronnie Coleman, je me disais, ouais, ce mec, il prend de la prot. Voilà, on pensait tous qu'il prenait de la prot, c'était ça qui faisait qu'il était énorme. On prenait de la prot, on pensait qu'on allait devenir Ronnie Coleman. Maintenant, les gens savent direct, quand ils voient Chris Bumstead, que Chris Bumstead, il est chargé. Et si tu veux venir comme Chris Bumstead, il faut passer par la case dopage. Moi, j'ai des personnes qui me parlent, qui n'ont même pas encore commencé la muscu, qui veulent déjà se doper. Non, mais sérieux, c'est... T'as raison de deux, ouais. C'est ultra triste. Et voilà, c'est... Pensez long terme, vraiment pensez long terme. Et puis, tant pis, sélection naturelle par la connerie. Ouais, au bout d'un moment aussi, il faut. Moi, ça me rend triste. On peut pas résoudre. Ça me rend vraiment triste. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors ça, c'est vraiment aussi l'idée du podcast. C'est qu'on vous conseille, vous prenez ce que vous avez à prendre, et après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. On n'est pas votre mère. C'est ça, on vous donne notre retour d'expérience pour éviter de faire les conneries. Et je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes assez jeunes qui écoutent ce podcast. Donc si on peut éviter qu'ils se ruinent la santé pour ça et qu'ils le regrettent plus tard, je suis content. On devrait peut-être dans le 0RR podcast faire aussi de la prévention pour le dopage. Mais on peut tellement progresser loin naturellement. Cette limite naturelle, il y a tellement peu de personnes qui l'atteindront. Ouais, et puis quand on regarde un petit peu les personnes qui font des compétitions de bodybuilding naturel, alors qu'on croit ou qu'on ne croit pas à leur test s'ils sont dopés ou pas,
on peut voir quand même il y a des physiques qui sont vraiment magnifiques et hyper compétitifs. Et voilà, franchement, des personnes chargées depuis des années n'auront même pas un tiers du physique de la personne naturelle sur scène. Ouais, c'est ça. Allez voir une compétition naturelle. Ouais, Faites un petit tour dans les backstage. Voilà, vous mettez en calbar, vous trimballez à côté de ceux qui vont aller sur scène. Et vous allez voir que vous allez prendre une claque. Et tous ceux qui seront en train de préparer la compète, vous pourrez vous dire, bah ouais, il me reste encore pas mal de marge de progression. tout à fait. Et eux encore, c'est pas le top naturel. Mm. Donc voilà. Si tu voulais te charger et que tu as écouté ce podcast, parce que tu as posé la question 1 milliard de fois et tu n'es pas le seul, j'espère qu'on t'en a dissuadé. Ouais, très très bien, Denis. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une alternative, une meilleure alternative à la whey? Alors, c'est à moi de répondre à cette question, je ne sais plus. Moi, je crois que c'est à toi. Voilà, oui, quatrième question. Ouais. Quatrième question, donc je vais y répondre. Alors déjà, pourquoi on demande une alternative à la whey? Eh bien, tout simplement parce que c'est un complément alimentaire et que certaines personnes, euh, souvent jeunes, ne peuvent pas se payer des compléments alimentaires parce que voilà, ils vivent chez leurs parents et nous, on connaît bien ça puisque quand on a commencé, c'était même pas, voilà, on pouvait même pas poser la question à notre mère de nous acheter des compléments alimentaires et encore moins de la whey. Donc, on a trouvé des alternatives et on va vous les donner. Euh, donc, ce qu'on recherche à travers une whey, c'est bien sûr les protéines. Et on a souvent tendance à croire, et j'ai envie de dire même un peu à tort, qu'il est difficile d'atteindre son total protéique. Ce qui est souvent rare, on va dire, puisque quand on débute la musculation, il est quand même assez facile de trouver des protéines au quotidien dans notre alimentation, via notre alimentation, de manière assez facile. Moi, je pense directement à une source que je fais consommer quasiment à tous ceux qui aiment ça, ce sont les œufs. Les œufs, c'est quelque chose de pas cher, simple à consommer, qu'on peut manger sous n'importe quelle forme, à la coque, à la poêle, en œuf dur, enfin bref, et qui peuvent se trimballer très facilement et avoir du coup un apport en protéines assez facile. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est protéines animales, donc les viandes, les sources de viande blanche, viande rouge, les poissons aussi, qui sont voilà, des aliments qu'on peut trouver à différents prix, mais pareil, qui peuvent rester dans un budget quand même. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de trop compliqué, sachant que ça sert à rien de manger 300 grammes de viande à chaque repas. Déjà, si vous consommez à chaque repas, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner et à votre dîner, une source de protéines, vous avez déjà un super taux de protéines à la journée. Euh, Après, il y a aussi tout ce qui est protéines végétales que vous allez retrouver dans les féculents que vous allez consommer aussi au quotidien. Le riz, les pâtes, le semoule, le boulgour, le quinoa, etc. L'avoine aussi, où vous allez retrouver aussi des protéines, certes végétales, mais quand même des protéines. Et ça, on a souvent tendance à dire que eh bien, les protéines, elles ne peuvent être issues que des protéines animales. Or, les protéines végétales aussi sont intéressantes, même si pour certaines protéines, enfin certains aliments, l'aminogramme n'est pas complet. Mais encore une fois, c'est pas forcément ça le plus important. Ce qui compte, c'est quand même d'avoir des acides aminés via ces aliments-là. Ensuite, vous pouvez en trouver, alors ça coûte un peu plus cher, il y a les oléagineux, vous pouvez retrouver des protéines aussi. Vous avez les légumineuses aussi, en protéines végétales, vous pouvez aussi en retrouver. Euh, voilà, je pense déjà avoir fait le tour pour vous donner des aliments simples et où vous pouvez trouver des protéines. Voilà. Ouais, Denis? alors je pense que t'as bien résumé les choses. Ouais. Pourquoi une alternative à la whey? Tout simplement parce que certains ne veulent pas en consommer et d'autres ne peuvent pas Oui, en consommer. ne veulent pas, ouais, t'as raison, ouais. Ouais. En fait, il faut voir la protéine en poudre, c'est tout simplement une source de protéines comme une autre. N'importe quelle autre source de protéines fera l'affaire. Que vous prenez du steak, de la viande, des œufs, Les produits laitiers, je ne l'ai pas dit, voilà, du voilà. fromage blanc, du skyr, etc. Tout ça, ça va remplacer votre protéine en poudre. Parce que c'est des sources de protéines aussi. Par contre, je pense que la question était orientée dans le sens, les protéines en poudre, c'est pratique à emmener. Ouais. Tout le monde ne peut pas emmener voilà, son bout de poulet, etc. avec lui. Les Euh, œufs, c'est ce que je disais, les œufs durs, tu te fais tes œufs durs, tu te les mets dans ouais, un bout de cellophane ou d'aluminium et puis pouf, tu le bouffes, hein.
Alors moi, ce que je propose, c'est que on partage avec vous quelques collations qu'on a pu faire. Alors, souvent, alors je vais vous partager déjà celles que je faisais quand j'étais au lycée. Ah ouais, Quand on j'étais se au rappelle. Je lycée, crois que tu l'avais présenté dans un podcast. ouais, mais en fait, j'ai fait plusieurs collations au lycée et dites-vous que je les bouffais toujours dans les chiottes. Ça a pué, c'était horrible. C'était vraiment, je sais pas comment je faisais pour bouffer ça. Mais du coup, donc, au début, je faisais des pancakes. Donc, je faisais des pancakes avec des œufs. Je mettais des flocons d'avoine, etc., que je broyais. Et pour faire du goût, je crois que je mettais de la noix de coco râpée dedans, des trucs comme ça. J'emmenais ça, je mangeais, ça me faisait ma source de protéines, ma source de glucides. J'avais un peu tout et ça me faisait aussi une source de lipides avec les œufs. Donc j'avais une collation qui était très complète avec ça. Sinon, quand j'avais pas le temps de me préparer ça, en général, ce que je faisais, donc juste avant d'arriver au lycée, j'avais une espèce de petite épicerie ça changeait tous les 3-4 matins d'enseigne. Mais j'allais acheter du jambon ou du blanc de dinde, du pain de mie et en général une pomme avec. Et je me faisais ça en collation. Ça, c'est pareil, c'était facile à emmener, c'était facile à transporter. Et je me faisais ce genre de collation. Comme l'a dit Rémi, j'ai aussi fait les œufs du coup, donc durs, etc. Sinon, j'ai fait aussi, quand je préparais mon repas du midi ou mon repas du soir, je prenais une petite quantité qui me faisait aussi une collation. Par exemple, j'avais une collation avec du riz et un peu de poulet dans une gamelle, etc., que j'emmenais. Et voilà, donc ça, c'était des exemples. Et la dernière collation que j'ai faite, ah ouais, ça, c'est quand j'allais à la fac, je me faisais des omelettes sucrées. Ah oui, Tu te souviens de mes omelettes sucrées? bien sûr. Donc dans mes omelettes sucrées, je mettais des œufs, de la farine. Alors je crois que c'était de la farine de patate douce ou de la farine. Enfin, je mettais un peu, peu importe. Et, euh, et avec du coup, donc je mettais du cacao. Et quand je faisais mon omelette, en fait, ça me faisait des petites boules noires marron. Et donc je mangeais ça à la pause, à la fac. Alors déjà, il faut savoir qu'à la fac, je me faisais déjà remarquer parce que j'allais donc en cours avec mon sac Basic Fit. Et en plus, j'avais donc mon PC. Et mon PC, à l'époque, il avait genre 2 heures d'autonomie. Et quand j'avais 3 heures de cours, ce qui se passait, c'est qu'en fait, eh bien, je devais le brancher à une batterie. Enfin, à une prise Ah, du une secteur. prise, ouais. Sauf que bah moi, je me mettais plutôt devant, j'aimais pas être au fond parce que j'aimais bien écouter le cours, ça m'intéressait. Fayot. Fayot. Et du coup, donc, ce que je devais faire, c'est que je devais tirer une rallonge tout dans l'amphi pour pouvoir me brancher. Donc déjà, je me faisais remarquer par rapport à ça parce que j'avais une rallonge, c'était une rallonge de 5 mètres, un truc comme ça que j'ai enroulé autour de mon bras. C'était pas le truc où tu tirais, non, c'était Ah, pas c'est pas le petit l'enrouleur, enrouleur là. c'était pas le petit enrouleur. Non, 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 c'était la grosse rallonge blanche. Et donc déjà, les gens me remarquaient. Et ensuite, à la pause, donc je sortais et je mangeais ça. Et les gens me demandaient toujours ce que c'était. Et en fait, leur grande question, c'était est-ce que tu manges de la merde? Et ça les faisait rire. Mais en fait, c'est vrai. Et c'était ce que je disais à chaque La fois. texture c'était ça. Je disais, tu vois ça? Eh bien, ça ressemble à de la merde. Ça sent la merde. Ça a le goût de merde. Mais c'est pas de la merde. Et en général, ça les faisait rire. Et puis, je mangeais ma collation. Ils étaient contents. Ah, il mange n'importe quoi. Il tire une rallonge. Ah, il est bizarre. Ouais, bah j'ai fait 210 au développé couché. Mais ça, il ne le savait pas. Donc voilà, je pense qu'on a présenté quelques collations. Ouais, moi vraiment j'ai été team œuf dur. Ça a été, on va dire, la chose la plus simple à faire. Je me rappelle, j'en consommais. Il y a une époque où j'en consommais beaucoup. Enfin beaucoup, hein, ça reste toujours. 4 le matin, j'en prenais. Bon, ça c'était mes petits œufs au plat. Et après j'avais mes 3 œufs durs à 17h, 18h là quand je sortais de mes cours ou je sortais de mon boulot. Et sinon, ouais, j'ai eu aussi ma période où je mangeais ma petite boîte de maquereaux, ma petite boîte de thon. Ouais, ça c'était. La boîte de Bon, thon aussi. pareil, hein, on fait avec ce qu'on a. Alors ça sent le poisson, mais au pire, on s'en fout. Voilà, il faut savoir aussi des fois se dire qu'on mange, pas forcément toujours pour le plaisir, même si maintenant j'ai bien changé là-dessus, que je mets un point d'honneur à avoir du goût dans mes plats. Mais il y a une époque, effectivement, où je faisais pas trop attention à ça. Je m'occupais plutôt d'avoir mes totaux au niveau des macros et puis à consommer mes protéines tranquillement. Mais alors, tout ça pour dire que des alternatives à la whey, Il y en a plein. qu'on puisse en prendre ou qu'on ne souhaite pas en prendre, il y en a. Hmm.
Le thon, là, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps. Et j'ai une petite anecdote. Encore une fois, quand j'étais au lycée, ce que je faisais, du coup, c'est que j'ai goûté mon thon dans les toilettes. Dites-vous qu'à l'époque, c'était vraiment pas fréquent de manger des trucs comme ça Mais en je pense que collation. c'est le cas encore, hein, Denis. Hein. C'est le cas encore, mais à l'époque, quand même plus. Hein, la muscu n'était vraiment pas autant démocratisée. Il n'y avait pas de Basic Fit, il n'y avait pas tout ça, quoi. Ouais. Et un jour, je me souviens, j'avais égoutté mon thon dans les toilettes. Je l'avais mangé. Et en fait, pour pas me faire griller, j'avais pas tiré la chasse, quoi. Pour pas que ça fasse du bruit, etc. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est Oh. que il y en avait qui avaient été aux toilettes juste derrière moi. Il y en a qui avaient fait ah, il y en a un, il a vomi. Il y a du truc partout dans les toilettes. Et en fait, c'était juste moi qui avais goûté mon thon. Et moi, j'étais là, ah, dégueulasse. Hein. Il y en a un, il a vomi, il a même pas tiré la chasse d'eau. Tu sais, il y avait Avec sa boîte ma, de thon à la ma main. boîte. Non, non, je l'avais mise dans la poubelle, tu sais, des chiottes en plus. Mm. Donc, ils avaient juste à chercher un peu plus loin. Et ouais, ça puait le poisson, du coup. Ah, il y en a un, il a vomi. Ouais, non, j'avais juste bouffé mon thon. La petite boîte de maquereau à 10h, là. Ou la boîte de thon à 10h. Ouais, il y en avait à 10h et à 16h. C'était la bonne époque. Après, on avait pris le gainer. Tu te souviens du gainer Ouais. On avait acheté un gainer avec Rémi et on l'avait planqué sous son lit avec tous les autres compléments donc, qui étaient sous le lit de Rémi. Donc, si vous n'avez pas cette ref, du coup, où on C'est avait dans dû les tout casser. premiers podcasts, ouais. C'est ça, on avait cassé le lit de Rémi pour qu'on puisse être deux pour ouvrir le lit, pour pas que notre mère le grille. Et on avait acheté du gainer. C'était genre le gainer MyProt, je crois. Ouais. Bon, on prenait tout là-bas avant. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que donc on vivait dans une vieille maison et il y avait des petites souris. Alors pas celles qui prennent les dents et qui les changent contre de l'argent, mais les souris, elles avaient bouffé tout le gainer. Ah, les salopes, ouais. Elles avaient fait un Ouais. petit trou. Elles avaient rien touché d'autre, mais elles avaient troué le sac de gainer et elles avaient bouffé le gainer. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec Et elles des. avaient chié dedans, les salopes, là. Putain. On était obligé de tout foutre en l'air. Ouais. Et après on s'est retrouvé avec des souris qui faisaient 2 mètres de haut, Ouais, avec des biceps. elles avaient des biceps. Elles criaient Yeah buddy. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote. Là j'ai balancé plein d'anecdotes d'un coup. Ah ouais, c'était très très bon. Je pense qu'on peut enchaîner avec d'autres choses, d'autres questions peut-être. Ouais. Une question qui est très intéressante, hein, même si les autres qu'on vient de d'étayer le sont aussi. Y a-t-il un ordre pour positionner ces exercices dans son programme? C'est à moi de répondre. Ah bah écoute, j'ai répondu aux alternatives de la Way, je te propose d'y répondre, ouais. Alors, oui, il va y avoir un ordre dans lequel programmer ces mouvements. La logique voudrait toujours qu'on programme les exercices les plus gourmands en énergie en premier. Ouais. Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Ouais, alors ça c'est comme tu dis logique, mais on mettrait ça entre guillemets. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on peut penser dans un premier temps. Et c'est ce que beaucoup pensent encore. Hein. Mais ce qui est pas non plus enfin c'est pas non plus mauvais de penser ça. Hein. Je veux dire, les gros exercices, c'est vrai que c'est eux qui vont demander beaucoup d'énergie, et c'est vrai que quand on débute une séance, c'est là où on est le plus frais. Et si on veut vraiment performer sur ces exercices-là, c'est vrai que c'est intéressant de les mettre en début de séance. Mais voilà, il y a des nuances aussi à apporter, et c'est ce qu'on va faire. Alors, par exemple, beaucoup aiment mettre sur les séances jambes, mettre leur squat en premier. Personnellement, je suis pas du tout fan de ça. Je préfère mettre en premier dans ma séance du leg extension et du leg curl. Alors les gens font toujours la tête quand je dis ça. Mais il met les exos monoarticulaires en premier, il est fou. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, tu vas correctement échauffer tes articulations, surtout au niveau du genou. Et tu Ouais. vas voir que, certes, tu vas mettre un peu moins lourd sur tes mouvements de squat derrière, par exemple, mais par contre, eh bien, tu vas être beaucoup mieux préparé pour faire ton squat. Et c'est ce qu'on disait précédemment dans le podcast. Ce qui compte, c'est de durer. C'est vraiment ça le plus important. Et si en commençant par ton squat, voilà, tu mets peut-être 10-15 kilos de plus, c'est bien, mais qu'au bout de 3-4 ans, tu perds un genou, bah, tu n'as rien gagné. Alors que les genoux, c'est précieux. et les genoux, c'est précieux. Alors que si tu fais ton leg extension, ton leg curl en premier, et que derrière, tu fais ton squat peut-être un peu moins lourd, mais au final, ce qui compte, c'est ta proximité de l'échec. Donc, voilà, tu vas quand même avoir de très bons résultats. Mais en plus de ça, tu auras moins de douleur et tu vas pouvoir le faire plus longtemps. Pour moi, c'est bénéfique. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Pareil, les élévations latérales avant de faire les mouvements de poussée.
Moi, j'aime bien faire ça, tout simplement parce que ça m'échauffe correctement les épaules. Ça me permet même d'avoir un petit pump, ce qui m'augmente ma stabilité derrière sur mes mouvements de poussée. Et puis en plus, le faisceau latéral, c'est quelque chose que j'aimerais avoir plus, donc ça me le fait le mettre en premier dans ma séance. Donc il y a plein d'avantages à faire ça. Donc parfois, la logique de oui, on met le premier exo qui va prendre le plus d'énergie en premier, ça marche pas forcément. En plus, en général, donc, sur les exos lourds, j'aime pas forcément les faire en premier parce que je suis un peu un diesel et il me faut. Donc, j'ai déjà un très long échauffement et en plus, derrière, j'aime pas du tout commencer ma séance avec un gros mouvement bien lourd. Je préfère commencer bien, me sentir en sécurité derrière pour faire mes exos un peu plus lourds par la suite. Donc, commencer direct par le premier exo, je suis pas du tout à l'aise et je sais que derrière, je vais pas pouvoir performer correctement. Ça, comme tu dis, c'est un facteur qui est personnel, mais sur lequel je te rejoins aussi. Mais comme tu l'as dit, il y a aussi le premier point, c'est aussi de hiérarchiser selon ses besoins. Si tu veux mettre l'accent sur, comme Denis et comme moi aussi, sur le faisceau latéral, si tu veux mettre l'accent sur ton faisceau latéral, voilà, mets des élévations latérales, mets des exercices spécifiques en début de séance, puisque comme ça, tu apporteras aussi plus d'intérêt à cette zone-là parce que tu seras plus disponible. Après, il y a aussi l'intérêt de lubrifier quelque part ces articulations, de se préparer à un effort plus conséquent parce que voilà, c'est pas que Denis ne se met pas la race sur son leg extension et son leg curl au début de séance, mais au contraire, c'est qu'il se met la race au début pour être prêt et être encore plus prêt pour ces exercices polyarticulaires qui vont suivre ensuite. Voilà, ça c'est aussi un point. Et qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, c'est ça que je voulais apporter. Moi, ce que j'aime bien faire, et ce que je fais faire aussi à certains de mes suivis, c'est d'alterner un exercice, un gros exercice. Alors, quand je dis gros exercice, je vais dire ce que j'entends par gros exercice. Ce sont les exercices polyarticulaires, grosso modo, ou les exercices qui m'ont demandé peut-être un effort plus conséquent. J'aime bien alterner monoarticulaire, polyarticulaire pour laisser aussi des fois un petit temps de répit dans la séance avant de reprendre. Je prends mon cas sur mon push. Je commence par un exercice pour le faisceau latéral. Après, j'ai une chest press. Après, j'ai une incline press aussi. Et je reviens sur un exercice pour le faisceau latéral de l'épaule avant d'attaquer un autre mouvement composé, cette fois-ci pour mes triceps. Ce qui me permet du coup de ne pas enchaîner 3 exercices polyarticulaires d'un coup, mais de me laisser un petit temps de pause au sein même de ma séance pour ensuite être un peu plus disponible parce que j'aurai récupéré. Alors, récupérer. J'appelle ça une récupération intra-training, c'est-à-dire que tu récupères sans vraiment trop récupérer. On va dire que tu reprends un peu de souffle avant de reprendre un exercice qui apporte, qui va te demander un peu plus d'énergie. Voilà. Donc, ces facteurs-là, ils sont avant tout personnels, comme on l'a dit. À vous de choisir ce que vous préférez mettre en avant dans votre séance et après de hiérarchiser les autres exercices. C'est vrai que en général, moi, ça s'est toujours plutôt bien goupillé la façon dont j'organisais mes séances. Parce qu'effectivement, j'organise en fonction de, je fais toujours attention à être suffisamment préparé pour les gros mouvements. Effectivement, ça rejoint aussi le fait que, du coup, les groupes musculaires sur lesquels je veux mettre la priorité sont faits au début de la séance. Style les mollets, les ischios, etc. sont toujours faits au début de séance. Donc, c'est les groupes musculaires sur lesquels je veux mettre la priorité, le faisceau latéral, etc. Et dernier point aussi, j'aime bien mettre les exos dans lesquels on va travailler en position raccourcie en premier. Donc, ceux qui vont avoir pour but de raccourcir au maximum tes muscles en premier. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que ton muscle va accumuler de la fatigue, sa capacité à se raccourcir va diminuer. Exemple, c'est très très bon ça, ouais. Le leg extension, du coup, c'est le seul mouvement qui va travailler tes quadriceps dans leur position raccourcie. C'est donc plus intéressant de le mettre avant, par exemple, un mouvement style de la presse qui va le travailler dans sa position étirée. Même chose, ça va être, c'est l'exemple des fessiers, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une programmation pour une femme avant, ça doit être pour ça. C'est plus intéressant de faire du hip thrust en premier avant du RDL, par exemple, donc du soulevé de terre roumain. Parce que du coup, le hip thrust va travailler en position raccourcie et le soulevé de terre roumain en position étirée. Ouais. Et au final, quand on met ça bout à bout, on se rend compte que c'est toujours plus intéressant de faire ça. Par exemple, ma séance push, je vais la commencer avec des élévations Y qui vont travailler le faisceau latéral dans leur position raccourcie.
Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, au final, ça va être hyper. Enfin, tout va s'aligner correctement. Le leg extension, c'est pareil, il a plus d'intérêt du coup pour moi à être mis avant le hack squat par exemple, ou avant le pendulum. Donc tout se rejoint correctement et ça fait que ouais, quand on essaye de prioriser les choses, eh bien il y a quand même un ordre optimal, on va dire, qui apparaît. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis et c'est la somme de ces petites différences qui vont faire que vous allez vous sentir mieux aussi sur du long terme. Ce qu'il faut être enfin sur lequel vous devez être oh là, j'arrive plus du tout aujourd'hui. Si vous voulez être cohérent dans votre entraînement, essayez du coup ces méthodes qu'on vient de vous donner et vous verrez certainement des petits changements. Même des fois, vous allez penser perdre, on va dire, en force, mais au fur et à mesure, encore une fois, sur le long terme et au fur et à mesure de votre progression, vous allez sentir que c'est ces petites choses-là, c'est la somme de ces petites différences qui vont justement faire une grosse différence sur votre entraînement. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Mais donc voilà, pour dire, priorisez toujours une approche long terme dans votre pratique. Ça, c'est toujours la chose la plus importante. Voyez sur quels groupes musculaires vous voulez mettre l'accent. Et enfin, un dernier point, si vous avez suffisamment de connaissances pour savoir dans quelle position est travaillé votre muscle sur le mouvement que vous faites, eh bien, choisissez les mouvements en position raccourcie en premier et les mouvements en position étirée en second. Ça, c'est très très bien. On passe à la suivante. Je sais pas, on a fait combien de questions? Et là, je crois que c'est la 5e, il nous en reste une. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, On va avoir fait 6 questions. On en fait une dernière, mon frère. Et après, est-ce qu'on répond dans ce podcast à la question sur qui est le grand frère ou pas? Ah, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Est-ce que on laisse encore les paris prendre au fur et à mesure des podcasts? Wow, je suis pas sûr qu'il faille faire durer le suspense. Tu te souviens, dans le dernier podcast, tu as déjà ruiné, parce que pour l'algorithme, etc., il faut que les gens commentent. Alors, est-ce qu'on fait un peu durer ou pas? On verra. Ça écoute, ça tu vois. On verra à la fin du podcast. Vas-y. C'est à toi, du coup, de répondre à cette question, il me semble. Ouais. J'en ai choisi une qui est un peu spéciale. Ah, c'est Donc, la vous purée posez mousseline encore? Non, mais voilà, c'est une question peut-être un peu plus légère. Faut-il prendre des douches froides? Ah, tu l'avais pas vu que j'avais sélectionné celle-là. Non, j'ai pas vu que tu as sélectionné celle-là. Pourquoi je l'ai sélectionné? Parce qu'il y a une petite anecdote derrière aussi. Mais moi, je vais répondre très simplement à cette question. Les douches froides, si vous sentez que ça vous fait du bien, faites-le. Faites-en. Franchement, faites-en. Mais par contre, si c'est juste vous faire un peu souffrir et du coup pas profiter de votre douche, et c'est mon cas, n'en faites pas. Moi, je sais que quand je vais à la douche, j'ai pas envie de me dire, bon, tiens, je vais me faire une douche froide, tiens, là, je me sens chaud. Et même l'idée de faire ça régulièrement pour essayer d'habituer son corps, ça me fait chier. Donc, j'ai pas envie de me lancer à me faire des douches froides. Je fais mes douches à la température que je veux pour prendre du temps. Et surtout, ça va être ça aussi qui va me relaxer. Si pour vous, une douche froide vous relaxe, prenez une douche froide. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, Denis. En fait, c'est toujours la même chose. Est-ce que faire une douche froide va apporter des résultats significatifs dans votre progression? Non, mais c'est vrai. Moi, si tu me dis, écoute, Denis, si tu te mets à prendre des douches froides tous les jours pendant 10 ans, tu vas prendre 10% de muscles supplémentaires, mais laisse tomber. Ma consommation d'eau chaude, elle devient zéro. Non, mais Vraiment alors. zéro. Même ma vaisselle, je la fais à l'eau froide, tu vois. Genre, donc, c'est ça. Est-ce que ça va apporter des résultats significatifs? Si la réponse est oui, ça peut valoir le coup de le faire. Si la réponse est non, eh bien, du coup, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Et la plupart des gens que je connais qui font des douches froides, c'est surtout pour une histoire de discipline. Alors, eux disent chercher à augmenter sa résilience, etc. Ouais. Lutter contre quelque chose contre lequel on ne veut pas faire. Si ça t'apporte quelque chose, fais-le. Et effectivement, si prendre des douches froides, eh bien, ça t'aide à être un peu plus discipliné dans ta journée. Si ça t'aide à être un peu mieux réveillé aussi, et que tu n'as peut-être pas besoin de prendre de café du coup pour être en forme, fais-le. Par exemple, alors de base, je prends pas mes douches très chaudes. Ouais, après, c'est que voilà, que ça soit Mais toi ou moi là-dessus,
bon, voilà, on est un peu des chaudières, quoi. On a tout le temps chaud, donc. Ouais, c'est ça. Même en Hongrie où il fait des températures négatives depuis 3 semaines là. Putain, mais il fait pas euh, encore nuit chez toi, là, c'est bizarre. non, mais c'était un jour ensoleillé. Donc il est, je sais pas, il doit être 15h30. Et Normalement, à 15h30, il fait nuit ici. il est 4 heures de nuit. Ah, ouais, bon, les 4 heures. Bon, bah, c'est un jour exceptionnel. Peut-être que. Oui, tu vois pas très bien, mais il fait quand même pas très jour, hein. Ouais. Mais, mais du coup, merde, je sais plus ce que je disais. Mais oui, si vous avez un intérêt à prendre des douches froides, faites-le. Personnellement, j'ai pas un grand intérêt. La discipline, je l'ai déjà dans ma vie. C'est ça. L'organisation, je l'ai déjà dans ma vie. Si par contre, toi, ça peut t'aider, bah fais-le. Alors, moi, je vais rebondir là-dessus parce que quand tu as dit, oui, ça peut peut-être apporter quelque chose, si ça apporte quelque chose, je vais le faire. Eh bien, figure-toi, je ne donnerai aucun nom dans cette vidéo, enfin dans ce podcast, mais il y a une personne qui m'a dit, oui, moi je prends des douches froides pour augmenter mon taux de testostérone et pour faire redescendre la température de mes couilles. Voilà. Il me dit ça. Je lui dis, ah bon, tiens, c'est hyper intéressant. Il me dit, bah oui, parce qu'en fait, pour augmenter la production de testostérone et de spermatozoïdes dans tes testicules, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit à une certaine température. Je dis, tiens donc, ah bon. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ce que je fais, c'est que je mets de la glace sur mes couilles matin, midi et soir. Je dis, ah bon? Je sais pas si on pourra tout mettre dans le podcast. C'est sûr, on va tout mettre. Je dis, ah bon, putain, il me dit, ah, je t'avoue que je passe pas un bon moment. Et puis, franchement, je sais pas si ça fonctionne, mais je vais essayer de m'y tenir et puis je vais voir. Donc, je vous tiendrai au courant si la personne, au bout de X mois, a trouvé ouais, des pistes et du coup que ça a amélioré son taux de testostérone, je vous le dirai. Mais il me faisait part aussi de cette anecdote. Il me disait, voilà, pour aussi augmenter ma condition avant d'aller à la salle de sport, et bien, durant le trajet, je me fais des petits packs de congélation. Et quand je conduis, je me mets ma petite poche entre mes cuisses et je conduis avec ça. Et il me dit, du coup, là, je suis focus avec mon glaçon sur les couilles durant que je conduis. Il arrive à la salle, il a les couilles humides. Il s'entraîne avec ça. Il me Mais dit, vas-y. le pire, c'est que des anecdotes comme ça, en fait, on en a plein. Ouais. Non, mais même, je l'avais jamais entendu celle-là, effectivement, tu sais, de pas se masturber, le fameux NoFap, les trucs, enfin, le November, enfin, il y en avait plein des challenges comme ça pour essayer du coup, d'essayer d'augmenter artificiellement son taux de testostérone. Voilà, il y a des anecdotes, et celle-là, je la connaissais pas. Donc, Putain, mais c'est c'était une glaçant anecdote sur que je les voulais vous couilles. partager. C'est un Les glaçon. glaçons sur les couilles. Mais c'est vrai que cette histoire d'augmenter la testo, etc., il y avait une époque aussi où il y avait la lumière rouge qui était pas mal à la mode. Ah ouais, Il y j'en a ai une juste au-dessus de ma tête, là. une lampe lumière rouge? Non, c'est pas lumière rouge, c'était la lumière. Ah, purée. La luminothérapie. Ouais, C'était non, pas la mais lumière rouge. je te parle vraiment de la lumière rouge. C'est vrai, ouais. Et, et en fait, il fallait justement avoir une exposition directement sur les testicules. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que les testicules, si elles sont bah, du coup un peu à l'extérieur du corps, c'est parce que justement, il faut qu'elles soient à une bonne température et par rapport à la température du corps, mais du coup, c'est pas forcément compatible qu'elles soient aussi proches. C'est pour ça qu'elles sont un peu à part. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que les mecs se mettaient de la lumière directement sur les couilles, sauf que ça chauffait. Et au final, bah, du coup, ça avait l'effet Inverse. complètement Ouais. inverse. Ouais. Je m'en rappelle de cette époque-là. Mais pour en revenir du coup aux douches froides, par rapport à la cryothérapie, etc., sur la récupération musculaire, etc., les études ne sont pas du tout en faveur de ça. Ça n'améliore pas du tout la récupération. Et alors là, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais Chris Bumstead, il le fait. Voilà, Ouais, mais oui, mais parce que, encore une fois, si ça apporte de manière personnelle, mais que c'est pas prouvé scientifiquement, fais-le. Enfin, je veux dire, si toi tu y trouves un intérêt, fais-le. oui, mais c'est vrai que enfin, l'argument de toutes les cabines de cryothérapie, etc., c'était que ça a augmenté la récupération musculaire. La régénération, ouais. Voilà, il s'avère que c'est faux. Mais effectivement, c'est pas parce que par exemple Chris Bumstead il le fait et qu'il dit que ça améliore sa récupération que ça améliore réellement sa récupération et que tu dois le faire. Mhm. Si maintenant tu veux essayer, tu peux. Bah, du coup, avec Rémi, quand il est venu à Budapest, on était au terme.
Et au terme, du coup, donc on a fait un sauna, mais le sauna, il n'était pas très chaud quand j'y suis allé avec Rémi. J'y avais déjà été cet été, au mois d'août, quelque chose comme ça, et le sauna était genre bouillant. Vraiment, c'était le truc, tu pouvais pas marcher par terre tellement c'était chaud. Ça te cramait les pieds, c'était insupportable. Vraiment, c'était très difficile de rester dedans. Et du coup, donc on avait fait 10 minutes dedans. Et en fait, à la sortie du sauna, tu as un bain, il est gelé. Et du coup, donc tu vois les Hongrois, ils arrivent, ils vont dans le sauna, tranquillou, pépouze, ils se mettent dans le sauna, et puis après ils sortent, et puis après ils vont dans le bain d'eau froide. Il pique une petite tête. Ouais, ils y restent, ils sont bien. Du coup, donc moi je l'ai fait pour essayer. Je me dis, bon, bah, il y a des trucs qu'il faut essayer dans sa vie, hein. Si tu viens et que, voilà, j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. J'ai testé, c'était pas ouf. Et il y a du coup donc le jour où on était à un concert de musique classique, j'avais été aussi au Terme avant. C'est très bien les termes pour la récupération, etc. Ça détend, je suis bien. Voilà, c'est plus le côté détente, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le truc un peu con, c'est qu'il y avait un bain d'eau très froide. Alors ça m'a pas aidé du coup pour la récupération. Et du coup, donc, pareil, encore une fois, j'ai voulu tester pour voir ce que ça fait et j'y suis resté genre 15 minutes dedans. Le truc était gelé. Mais vraiment gelé. Et je suis resté 15 minutes dedans. Mais si je l'ai fait, c'est pas du coup pour eh bien que un quelconque effet sur ma récupération. C'était juste parce que bah, il y avait ce truc qui était là et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si je vais dedans? Alors, ce qui était intéressant, c'est que du coup, j'avais ma bague Oura à ce moment-là, et toutes mes constantes, elles ont fait. Elles ont augmenté. Ah ouais. Bah, tu sais, Et puis moi, j'étais dedans, mais j'étais dedans, tu sais, avec bah, ma démarche habituelle, en mode, ah tiens, ça fait 3 minutes que je suis dedans, je commence à trembler. Au bout de 5 minutes, je commence vraiment à trembler très, 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 très fort. Tu vois, moi, j'étais dedans en mode, bah, j'observe ce qui se passe, mais plus qu'autre chose. Donc, Ouais. voilà, c'est cool. Je l'ai fait une fois. C'est comme tirer au fusil à pompe ou au sniper ou tout ce que tu veux. C'était drôle. Je l'ai fait une fois et ça va pas m'apporter grand-chose de plus. Ou alors, si je le refais, c'est que j'y vais dans une démarche en mode ah tiens, j'ai plus de données. Maintenant, je vais essayer de m'intéresser et de voir s'il y a ça qui apparaît à tant de minutes, etc. Enfin, voilà. Mais sinon, j'aurais pas un grand intérêt à y retourner. Ouais. Donc voilà, faites ce qui vous fait du bien. Certains vont préférer prendre des douches chaudes, bien chaudes, d'autres des douches froides. Voilà, testez et en tout cas, ne vous obligez pas, ne vous contraignez pas à faire quelque chose qui vous apporte pas du bien en fait. Bah, ça dépend aussi. Enfin, il faut parfois, si ça te fait pas forcément du bien, mais que derrière tu as d'autres bénéfices sur d'autres choses, tu sais, c'est comme faire une série à l'échec, hein. C'est de la souffrance, mais Ah derrière oui, non, ça mais apporte attends, mais là tellement on de choses. parle des douches froides, Denis. Ouais, mais je veux dire, une douche froide, si derrière ça t'aide à te réveiller correctement pour ta journée, comme je disais, ok, pendant 2 minutes, ça va pas être fun, mais si Ouais. derrière t'es vachement plus productif et tout, bah ça vaut le coup. Enfin, moi, c'est Ouais. comme ça que je vois les Oui, choses, hein. bien sûr, voilà, c'est ça. Il faut que vous y trouviez un intérêt. Je pense qu'on a répondu cette fois-ci. T'as une autre Yes. question? Bah non, on a fait le tour des 6 questions, hein. Là, on est en novembre. Je pense que les prochains podcasts, tu sais, on va avoir des questions sur comment gérer les fêtes de fin d'année. Ah yes, ouais. Faut-il Ça va prendre être son fun, ça. tupperware pour le réveillon? Ouais, c'est ça. Les chocolats de Noël sont-ils acceptés en prise de masse? Du coup, je propose qu'on termine ce podcast. Est-ce que du coup, on répond à cette question qui est le grand frère? Parce que de ce que j'ai vu, si on fait des stats, pour le moment, les gens pensent plus que c'est moi le grand frère et que c'est toi le petit frère. Ah ouais, Moi, je propose qu'on laisse un peu encore quelques temps. intéressant. Et ouais, ça doit faire 2 tiers, 1 tiers pour le moment au niveau des résultats. Et au niveau de l'âge, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. J'espère qu'ils Euh, ils ont pas dit au-dessus des 30 ans quand même, il y en a pas qui. non, non, il n'y a pas eu. Sinon tu me Mais donnes c'est leur nom très. tout de suite. Rémi, va chercher ta fille à l'école, s'il te plaît. Je voudrais pas qu'elle t'attende trop longtemps. Ouais. Et en plus il est 4 heures là, ça va bientôt être la Ah, sortie. c'est ça, faut vite que tu y ailles, Rémi. Du coup,
Ça donne déjà un indice. Je pense qu'on a grillé. C'est toi, hein. Moi j'ai rien dit. Hein. On a grillé le truc. C'est pas grave. On laisse faire encore pour voir comment s'équilibrent un peu les choses. Et dans le prochain ou celui d'après encore, on donnera la réponse. Ouais. Ok. T'as des choses, Rémi, à ajouter ou pas? Non, merci de nous avoir écoutés. J'espère que les anecdotes et les questions qu'on vous a présentées aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos questions, à nous faire des retours aussi. J'ai pas été voir Spotify par rapport aux évaluations. C'est vrai que j'aime bien check ça juste avant le podcast, mais de mémoire, on a passé les 140 évaluations. Donc, et toujours 5 étoiles. Donc, merci à vous. Ouais, merci à Merci vous. pour votre confiance. Voilà, et j'espère que voilà, on va continuer encore et encore. Mais voilà, au vu de vos retours, nous, ça nous motive. Et puis même, on a pris ce pli de faire un petit podcast chaque semaine. Donc c'est notre rendez-vous aussi avec Denis, auquel on prend beaucoup de plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, à nous proposer des suggestions, des questions, des améliorations. On y sera bien sûr vigilant. Ouais, merci à vous pour du coup donc vos évaluations. Le prochain podcast, à voir si du coup donc on fait la suite avec Flo. Faut Ouais, toujours qu'on soit tous un peu dispo, donc ça c'est un peu ce qui est le plus compliqué, on va dire. Sinon, on refera peut-être un podcast questions. Avant de refaire un épisode spécial, on va d'abord finir le spécial sèche, donc c'est pour ça. J'aimerais bien qu'on le fasse, mais du coup donc on verra si Flo est dispo. Et puis sur ce. Je vous remercie. On vous remercie de nous avoir écoutés à nouveau pour ce 6e, 7e, je sais plus, épisode ou 9e. Je suis perdu dans les comptes. En tout ouais. cas, merci à vous tous. Et puis, on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode du 0RR Podcast. À bientôt.